Eh bien, écoutez, il est 10h02, on va démarrer. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde sur Cap Numérique dans le cadre de la saison 2 de Digital is Future dédiée aux bâtiments et à l'immobilier. Avant de démarrer, je vous invite bien sûr toutes et tous à aller sur Twitter pour réagir en live tout au long de la session grâce au hashtag DigitalFTR avec notre arrobas digital113_ comme vous devez déjà le connaître. Donc, ce webinaire, il a pour but en fait de vous faire découvrir des cas d'usage du numérique appliqués au bâtiment et au numérique, bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, on va en fait aborder un certain nombre de sujets, de thèmes autour du bâtiment. On va démarrer par la phase de réalisation, la phase de projet et faisabilité. Puis ensuite, nous verrons la partie conception, promotion marketing, et enfin, l'usage et la gestion du bâtiment pour aller vers la gestion de l'entreprise de manière plus globale. Alors pour monter ces caps numériques et surtout cette saison de Digitalis Future Bâtiment, on est entouré d'un certain nombre de partenaires qui donnent de leur temps pour que cela soit possible auprès de toute l'équipe de Digital 113. Et donc, ces partenaires que je vais bien sûr citer, nous avons ADOC avec donc l'Agence de développement économique de la région Occitanie, l'Agence de la transition écologique ADEME, l'artisanat du bâtiment avec la CAPEB Occitanie, le campus des métiers et des qualifications du BTP et des usages du numérique de l'Occitanie, Envirobat, la Fédération française du bâtiment, le pôle d'Herbie, la Smart Building Alliance et enfin l'Union syndicale des architectes du Languedoc-Roussillon. Et bien sûr, si cette saison est aussi possible, c'est grâce à notre sponsor LP Promotion qui va en fait du coup introduire cet événement Cap Numérique dès à présent grâce à Camille Leblanc qui est donc directrice recherche et développement au sein de LP Promotion. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à introduire cette matinée. Donc effectivement, je suis la directrice R&D du groupe LP Promotion. C'est un plaisir en tant que sponsor de cet événement de Digital 113 de pouvoir introduire la matinée donc, et d'aborder ensemble des enjeux que nous portons, les synergies à activer pour aller de l'avant dans un contexte où pour moi le numérique est plus que jamais nécessaire à être inscrit dans une équation qui est quand même complexe d'une transformation digitale, mais transformation qui doit être au service d'une optimisation énergétique et d'une décarbonation de nos projets de construction, me semble-t-il, avant toute chose. Du coup, je suis ravie de pouvoir découvrir ce matin des approches de solutions qui vont nous être présentées. Et parce que pour moi, force est de constater qu'en ce moment, il y a une dynamique très forte autour de nos cœurs de métier et que les entreprises du digital notamment viennent révolutionner. Et on se doit en tant que promoteur gestionnaire d'être à l'écoute des opportunités qui nous sont proposées pour faire évoluer notre profession avec notre temps, bien sûr, mais toujours dans une optique première de services rendus aux habitants et aux territoires sur lesquels on vient bien sûr construire nos opérations. Je parlais dans notre précédent temps de parole, à l'occasion de la matinée filière Explorer, qui a été d'ailleurs très passionnante, de la genèse de notre approche du numérique au service des usages, donc pour nos acquéreurs et pour nos résidents. Et j'expliquais que l'ensemble de notre parc géré est déjà connecté. Par ailleurs, on est dans une démarche toujours évidemment proactive pour poursuivre cette digitalisation de nos outils, mais aussi de nos services à l'échelle de l'ensemble de nos opérations. Et c'est également dans cette dynamique qu'on est en train de construire notre premier programme à l'aide de la maquette numérique qui aura servi en conception, mais également en ce moment en réalisation et qui, on l'espère, permettra aussi de mettre en place un carnet numérique pour les habitants. C'est ce qu'on est en train de travailler. Donc, le service R&D du groupe que je représente constitue le socle pour LP Promotion des projets d'innovation et intervient comme un facilitateur pour l'ensemble des agences et des métiers de notre groupe. Donc, on va porter des enjeux, bien sûr, de montée en compétences, mais aussi de réplicabilité, évidemment, des projets et de retour d'expérience. Du coup, notre action, elle repose notamment sur la structuration d'un réseau de partenaires. Hein. C'est aussi, évidemment, pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui et sur la mise en place de méthodologies et de collaboration de travail, notamment avec des startups ou des entreprises innovantes de l'IoT. Et je pense d'ailleurs notamment à notre partenariat avec l'IoT Valley qui nous permet maintenant depuis plus d'un an de mieux expertiser nos problématiques métiers et de bien adresser des solutions qui sont possibles pour nous
pour fédérer tous les métiers concernés du groupe, notamment la DSI évidemment. Et le but étant, bien sûr, de mettre des solutions en place qui soient agiles et facilement intégrables dans nos process existants. L'idée, c'est pas non plus de tout révolutionner, c'est de faire la révolution là où elle est nécessaire et facilement appropriable. Et justement, cette appropriation, elle passe bien sûr par un grand effort d'animation et de communication en interne dans le groupe pour amener l'ensemble des collaborateurs avec nous vers cette vision partagée de l'inno. Mais aussi, bon, cette innovation, il faut la rendre bien sûr mesurable. Il faut que les projets de transformation digitale, qui soient liés à un process interne ou adressés aux habitants, vraiment fédèrent d'abord au sein du groupe. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire ce matin pour introduire les pitchs qui vont suivre. Et pour conclure, je voulais vous redonner juste quelques chiffres sur le groupe LP Promotion. Donc, on est aujourd'hui 200 collaborateurs répartis au sein du siège à Toulouse et de nos agences qui sont en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Île-de-France. On a déjà livré plus de 12 000 logements et on compte à ce jour 3 000 lits gérés en résidence étudiante, co-living et senior. Merci encore à Digital 113 et surtout bonne matinée à tous. Merci beaucoup Camille, merci Avec vraiment plaisir. pour votre soutien depuis le démarrage de cette saison. On va encore vous avoir auprès de nous, bien sûr, pour le reste de la saison, notamment à travers la plateforme Digital is Future, la plateforme web, on vous donnera le lien à la fin de la présentation. Et du coup, nous allons pouvoir dès maintenant démarrer ce webinaire, en tout cas l'ensemble des présentations des cas d'usage. Et petit message, à la fin de chacune des présentations, vous aurez tous la possibilité de poser des questions à nos intervenants. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser autant la fonction questions et réponses de Zoom ou directement dans le chat. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vais inviter Mathilde, ma collègue, qui va pouvoir démarrer cette première présentation. Merci Jérémy, bonjour à tous. Donc je m'appelle Mathilde et j'ai le plaisir d'introduire ce premier pitch. Donc c'est IBAT qui va par Mélanie Lehoux qui va nous parler de la phase réalisation avec sa présentation Comment gagner du temps et éliminer la paperasse. Et on a aussi la chance d'accueillir Maxime Sibi-Fayan Dentifix qui va étayer ses propos. Mélanie, je te laisse la main. Merci Mathilde, bonjour à tous. J'ai la chance effectivement de commencer cette session de pitch ce matin. Vous l'avez vu sur le titre tout à l'heure, on est en phase de réalisation. Les enjeux, c'est quoi? C'est gagner du temps. On court tous après le temps pendant cette phase de réalisation des chantiers et éviter à tout prix la paperasse qui est vraiment la charge mentale des professionnels du BTP pendant la phase chantier, alors que leur métier, c'est s'occuper du chantier, s'occuper de leurs équipes et bien sûr satisfaire le client. Pour ma part, donc Mélanie Lehoux, je suis la fondatrice et la CEO d'IBAT. Je suis ingénieure bâtiment, diplômée de l'INSA de Toulouse. J'ai démarré ma vie pro en tant que conducteur travaux pendant 4 ans et ensuite je me suis occupée des achats. Pendant cette vie-là, j'ai vécu mon temps, finalement des pertes de temps, 30 à 40% de mon temps à gérer de l'administratif. Gérer mes achats, gérer mes dépenses, mes sous-traitants, planifier, pointer mes équipes. Et tout ce temps-là, finalement, je ne le passais pas sur le chantier à optimiser la qualité du projet, à optimiser la technique de mon chantier, à garantir la sécurité de mes équipes. J'ai pu, pendant cette vie-là, faire un exécutif MBA où je me suis spécialisée sur une méthode agile d'innovation. Et là, je rebondis sur ce que la responsable R&D de LP Promotion vient de nous dire. L'agilité est très importante aujourd'hui. Cette méthode agile, qui s'appelle le Lean Startup, permet de mettre au cœur de l'innovation l'expérience utilisateur. Et c'est comme ça qu'IBAT est né en 2016 avec une vocation. Et ça m'emmène sur la slide suivante, qui est la raison d'être d'IBAT, qui est de simplifier la vie des professionnels du BTP en leur apportant des solutions simples, intuitives, qu'ils ont eux-mêmes conçues. Ça veut dire que nos solutions, c'est une centaine de chefs de chantier, de conducteurs travaux qui ont contribué à les concevoir. IBAT, nous sommes une PME, nous sommes éditeurs de logiciels du coup depuis 2016, nous sommes aujourd'hui 32 personnes,
qui sont basés pour la plupart sur Toulouse, hein, c'est le siège de l'entreprise, mais également sur Bordeaux, sur La Rochelle et sur Paris. Et notre spécialité, c'est que nous sommes des experts dans les achats et dans la gestion des dépenses opérationnelles sur vos chantiers. Rapidement, un tableau de nos clients que vous voyez ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement pour que vous puissiez voir que nos solutions permettent autant aux petites entreprises, aux TPE, qu'aux PME et qu'aux ETI de gagner du temps et de l'argent sur leur chantier. Que le chantier soit petit, qu'il soit gros, notre solution est adaptable et vraiment performante en termes de gain d'argent et de gain de temps. Alors, je vous le disais, hein, on est orienté client, c'est tout l'ADN de notre société avec cette méthode Lean Startup, donc on part de vos problématiques. Et là, on allait écouter vos collaborateurs, vos conducteurs travaux, vos chefs de chantier qui sont tous les jours sur le terrain. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'ils passent trop de temps sur le travail administratif. C'est vraiment quelque chose qui leur prend du temps et c'est une charge mentale parce que c'est désagréable de faire de la paperasse aujourd'hui alors qu'on a un chantier à piloter. La validation des factures est laborieuse, elle prend du temps, ce sont des bannettes papier énormes et souvent, comme on n'a pas le temps de le faire la semaine, on l'emmène le week-end à la maison et ça ne permet pas de se reposer, de redémarrer une semaine en pleine forme le lundi suivant. Pas de visibilité aussi sur ce que vos entreprises achètent. Et du coup, c'est impossible pour votre entreprise d'optimiser les coûts. Or, on sait que les achats, c'est entre 50 et 70% de votre chiffre d'affaires, c'est colossal. Donc, il y a vraiment un point douloureux à ce niveau-là. On voit qu'il y a beaucoup de poids aussi qui repose sur les seules épaules de votre duo chef de chantier, conducteur travaux, et qui fait que c'est lourd à porter et qu'on est obligé de faire ce travail administratif parce qu'on a la responsabilité pleine et entière de la gestion du projet. Et la conséquence, hein, le point d'après, c'est que trop peu de temps est consacré au cœur de métier qui est manager le bon avancement du chantier, satisfaire le client et garantir la sécurité des compagnons. Et enfin, personne aujourd'hui ne sait dire sur un chantier s'il gagne ou s'il perd de l'argent en temps réel. Vous n'avez pas de visibilité sur vos dépenses par rapport à votre budget. À l'instant T sur le chantier, c'est impossible. Partant de ces problématiques, nous avons créé 3 solutions que nous allons voir sur cette slide. Tout d'abord, Ibat-Achat. Ibat-Achat, c'est un outil qui permet de simplifier toute la relation que vous avez avec vos fournisseurs. Ça passe évidemment par la commande, par l'enregistrement des livraisons, mais ça vient simplifier derrière tout le travail administratif qui est lourd, qui est chronophage, qui est pénible à la fois pour vous et pour le fournisseur. Donc, on va venir simplifier toute cette démarche administrative et on va apporter de la transparence sur vos coûts d'achat, hein, dans le but d'optimiser vos coûts, d'une part, et sur le suivi de vos dépenses en temps réel sur le chantier. Ibat-Temps, c'est la deuxième solution. C'est une application de planification et de pointage de vos équipes et de vos ressources, même disponibles pour le matériel, qui permet de planifier les équipes, d'une part, de faire le pointage et de transmettre toutes les informations nécessaires du coup à la paye, et aussi de poser les congés, les RTT et de planifier l'ensemble des ressources. Et enfin, dernière solution, Ibat Consult, qui est un outil d'appel d'offres digital, qui est à destination plutôt des gros chantiers, des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage pour l'ensemble des appels d'offres qu'ils ont à réaliser pour retenir des sous-traitants ou des fournisseurs de matières premières. Je vais directement rentrer dans Ibat-Achat, la solution première. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette solution permet de passer des commandes, de faire des réceptions, c'est-à-dire enregistrer la livraison, et derrière, tout le travail administratif est simplifié. C'est-à-dire que vous avez un suivi en temps réel de vos achats, ça va vous permettre d'optimiser vos coûts vis-à-vis de vos fournisseurs, et également un suivi en temps réel de vos dépenses par rapport à vos budgets. Vous le voyez, avec l'écran qui vient de s'afficher, les écrans sont très simples. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conçus par des chefs de chantier et des conducteurs de travaux. Ils ressemblent à ce que vous utilisez dans votre vie privée d'ailleurs. Grâce au moteur de recherche, vous allez pouvoir
rechercher un article dans vos fournisseurs privilégiés, soit à travers leur catalogue fournisseur, soit comme on va le voir sur l'écran d'après, sur une carte de géolocalisation qu'on va voir sur la slide suivante si la slide peut s'afficher. Super, merci. Donc, vous voyez ici tous les points de vente, tous les fournisseurs qui sont autour de votre chantier. Et ça vous permet, quand vous avez une urgence, d'aller faire un retrait au comptoir de manière très efficace. Une fois que vous avez choisi votre article par ces méthodes de recherche, vous allez ajouter l'article au panier, comme vous le faites sur toutes les plateformes que vous utilisez pour acheter dans votre vie privée. Ça, c'est la slide suivante, le panier d'IBAT. Une fois que vous validez votre panier, la commande part chez le fournisseur. Derrière ça, vous allez enregistrer la livraison du produit. Vous allez avoir un suivi vraiment automatisé de votre dépense. Votre bon de commande, votre bon de livraison et votre facture vont se rapprocher automatiquement dans l'outil et vous allez avoir une validation de la facture qui va être simplifiée avec des circuits de validation si c'est nécessaire. En temps réel, vous allez avoir des graphes qui vont vous permettre, des graphiques qui vont vous permettre de suivre vos dépenses par rapport à votre budget achat. Typiquement, sur le béton, qui est une dépense importante pour les entreprises de gros œuvres, vous allez pouvoir suivre vos dépenses de béton par rapport à votre budget. Donc ça, c'est vraiment un outil qui permet de gagner beaucoup de temps, de la sérénité, et comme tout est finalement tracé dans l'outil, vous pouvez même faire des demandes d'avoir à vos fournisseurs, et bien ça rassure, ça rend serein la relation entre vos chantiers et vos fournisseurs, ce qui est un atout fort parce que sans fournisseurs, on ne sait pas faire un chantier aujourd'hui, on a besoin de leur appui, de leur soutien, de leur qualité de livraison. C'est vraiment un duo très fort entre l'entreprise et ses fournisseurs. Je passe à la deuxième application, IBAT Temps. Cette application permet en premier lieu le pointage des équipes. Mais vous allez le voir sur l'écran d'après, on va démarrer par le planning. Pourquoi? Parce que lorsque vous planifiez vos équipes, comme on va le voir sur la slide suivante, si elle peut arriver, merci, vous positionnez vos compagnons, vos équipes par chantier. Grâce à ce planning, en fait, automatiquement, vous allez nourrir le pointage, ce qui évite à vos équipes de refaire un pointage et elles vont simplement, à vos chefs de chantier, vont simplement valider les écrans de pointage en fin de journée ou en fin de semaine en fonction de leur organisation. On va le voir sur les deux écrans suivants qui vont se suivre rapidement. Vous allez retrouver vos compagnons très facilement grâce à des écrans visuels et sur la slide suivante, vous allez pointer vos équipes. Vous allez pointer à la fois le nombre d'heures qu'elles ont passées, mais les postes sur lesquels elles ont travaillé et tous les frais aussi sont compris dans l'outil. Grâce à ça, vous allez avoir un bilan main-d'œuvre qui va être fait automatiquement, c'est-à-dire un suivi de vos heures par rapport à votre budget heure avec cet écran très graphique. Et en même temps, vous allez avoir toutes les données qui seront prêtes pour la paye, qui seront intégrées dans l'outil de paye de manière automatisée. Je passe enfin, du coup, de manière plus rapide sur l'outil d'appel d'offres, IBAT Consult. IBAT Consult va permettre d'envoyer un appel d'offres à l'ensemble des fournisseurs en un clic. Une fois que les entreprises sous-traitants fournisseurs auront reçu l'appel d'offres, ils vont compléter leur proposition commerciale. Et là, vous voyez à l'écran un tableau de suivi de pilotage de l'appel d'offres qui est simple, qui est intuitif, qui permet de savoir qui a été consulté, est-ce qu'il a déjà répondu, quel est le budget de réponse, son prix de réponse par rapport au budget initial. Et cerise sur le gâteau, l'écran d'après, vous allez voir un tableau comparatif qui se constitue automatiquement, qui est aussi souple qu'un Excel parce que vous allez pouvoir avoir toutes les informations d'analyse. L'offre idéale va se calculer automatiquement, les écarts par rapport à l'offre idéale également. Vous avez une palette de couleurs qui vous permet de mettre en avant certains éléments. Vous allez également pouvoir gérer les variantes, les décompositions de prix. Bref, c'est un outil simple, intuitif, mais qui est en même temps aussi complet que ce que vous avez besoin de faire et que vous faites aujourd'hui sur Excel. Pour finir, le résultat de consultation, si vous avez retenu une solution, vous allez la transformer en un clic, en commande. Pour synthétiser, les solutions IBAT vont vous apporter du gain de temps sur les tâches administratives, c'est l'essentiel, une validation simplifiée des factures, une maîtrise des achats qui sont réalisés en temps réel. On est sur un outil collaboratif qui va alléger la pression qui aujourd'hui repose sur vos chefs de chantier et conducteurs de travaux. Moins de paperasse pour vos équipes, donc vos professionnels vont se concentrer sur leur cœur de métier. Et enfin, quelque chose d'inédit, c'est que vous avez un suivi en temps réel de vos dépenses par rapport à votre budget.
Je vous propose maintenant de passer à une session de questions-réponses avec Maxime Sibyl-Faillant. Tout d'abord, Maxime, si tu peux te présenter et ensuite on va passer à quelques questions sur IBAT-temps. Vous m'entendez? Parfait. On Oui. t'entend. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maxime. J'ai créé Antefix il y a 2 ans. Donc c'est une TPE spécialisée dans la rénovation dans l'hypercentre de Toulouse. Je suis de formation ingénieur en génie civil. Et j'ai passé près de 18 ans dans une PME toulousaine à occuper toutes les fonctions de l'assistance à la conduite de travaux jusqu'à la direction de l'exploitation. Donc, la vie a fait que j'ai pris un autre chemin dans la création d'entreprise, ce qui a été une très très belle décision. Et voilà, Antefix est né avec une équipe qui a grossi depuis 2 ans, entre 12 et 15 avec les intérimaires. Voilà pour la présentation. Merci Maxime. Alors, on avait envie de te poser 4 questions. Finalement, la première, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi de déployer IBAT-temps dans ta société? Et je me permets de faire le timekeeper, il vous reste que quelques minutes. 1 minute par question, c'est parfait. Voilà. Pourquoi? Bon, il y avait une chose à laquelle je tenais absolument, c'était effectivement plus utiliser Excel. De moins en moins utiliser de papier. Donc, IBAT a permis de pouvoir accéder à ces 2 volontés. Aujourd'hui, on y arrive bien. L'outil est fonctionnel. On arrive, comme tu as dit, Mélanie, à pouvoir avoir accès aux dépenses en temps réel, hein, de chantier par chantier. Ça oblige les conducteurs de travaux à organiser leur chantier, à définir le budget d'heure dès le départ et à le suivre semaine par semaine. Je trouve qu'il y a beaucoup d'interactions entre les conducteurs de travaux et les chefs de chantier, puisque l'outil est transversal. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Je souhaitais aussi avoir une base de données personnelle ailleurs que sur Excel et pas dans un outil de RH aussi trop compliqué. IBAT nous permet d'avoir cette base de données qui permet de rentrer bien sûr toutes les taux horaires, les qualifications. On peut aussi y adjoindre les documents d'identité, les CACES, les documents de suivi médicaux. On peut y mettre des codes, donner des accès aux gens qu'on souhaite. Donc même sur un smartphone, sur un chantier, le chef est capable de savoir si telle ou telle personne est habilitée à faire tel ou tel ouvrage. Donc c'est vraiment très très collaboratif. Idem pour les demandes de congés. Il n'y a plus de papier, les gens se connectent, font des demandes avec un workflow, ça marche très bien. Et la finalité, c'est ce fameux planning qui permet toutes les semaines de pouvoir adapter, surtout nous qui avons des tout petits chantiers, à la demi-journée, telle ou telle personne en fonction de tel ou tel chantier. Voilà. Ok, merci Maxime pour ce retour. Du coup, je vais juste repiquer la deuxième question. Comment s'est passée la mise en place? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place un outil comme ça ou est-ce que ça peut se faire facilement? Non, ça se fait facilement. Il faut y passer du temps. Il faut qu'il y ait une personne qui soit dédiée à ça pour être l'interlocuteur ou l'interlocutrice de la personne de chez IBAT. Mais en s'échangeant des fichiers Excel, l'importation sur l'outil est très rapide. Après, il faut le prendre en main, il faut l'utiliser. C'est, je pense, la phase la plus délicate, hein. Il faut avoir envie de l'utiliser. Mais la mise en place a été très simple. Et merci, je pense que tu as répondu aux 2 questions suivantes dans ta réponse. C'est comme je vois que le temps est compté, que Mathilde vient prendre le relais. Merci Maxime, merci à vous. N'hésitez pas à nous solliciter pour des questions. Je vais mettre mes coordonnées dans le fil de discussion de cette présentation, donc n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée à vous. Merci Mélanie, merci Maxime. Alors pour l'instant, on n'a pas de questions, mais en effet, si elle remonte, tu pourras y répondre directement. Merci pour cette présentation. Je vais passer la parole à ma collègue Anne, du coup, qui va introduire la présentation suivante.
Oui, bonjour à tous. Donc, pour la phase projet faisabilité, j'ai le plaisir d'accueillir donc Catherine qui va nous expliquer comment on peut concevoir des projets immobiliers qui intègrent la nature en ville grâce bien sûr au numérique. Catherine, je vous passe la parole. Merci Anne. Bonjour, donc, je m'appelle Catherine de Roincé. Donc oui, aujourd'hui, on va rapprocher deux mondes qui paraissent assez loin de prime abord, c'est-à-dire l'intégration du rural ou de la nature dans les projets immobiliers. Donc pour me présenter, donc moi je m'appelle Catherine de Roincé, je suis présidente de Teruico et cofondatrice. Nous avons créé Teruico en 2012. On venait de la recherche, de la science en écologie, et nous avons vu l'intérêt et l'importance d'intégrer le numérique pour traiter des enjeux de la biodiversité qui touchent réellement tous les aménageurs et aussi les projets immobiliers. Donc Teruico, en quelques mots, c'est une entreprise qui est donc à cheval entre le monde de l'écologie et le monde du numérique. Et nous avons le but de développer donc, des solutions numériques pour la conception de projets urbains, d'infrastructures de transport, d'énergie renouvelable, respectueux de la faune et de la flore. Alors, une première technologie qui est aujourd'hui sur le marché, c'est Simuico. Alors, Simuico, c'est un simulateur de la vie des espèces, c'est-à-dire qu'il fait vivre des individus d'une espèce sur un territoire. Ce territoire est virtualisé, cartographié, et on peut, dans ce cas-là, dans cet espace virtuel, faire vivre ces espèces et faire vivre un projet et comprendre comment ce projet va impacter, va modifier la vie des espèces sur le territoire. Donc, pour vous donner un peu une idée de la diversité des acteurs qui ont besoin de ce type d'outils aujourd'hui, nous travaillons bien sûr pour les collectivités, Toulouse Métropole, Nîmes Métropole, comme exemple. Nous travaillons aussi pour les infrastructures de transport, SNCF Réseau, Eiffage, pour les aménageurs, OPIDEA, et en énergie renouvelable, Valorem, Engie Green. Donc, c'est une technologie qui traite tout type de sujets. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir apporter une aide à la décision dans la conduite de projet, dans la phase de conception d'un projet, en prenant en compte la diversité des enjeux, et notamment les enjeux faune-flore. Donc, mon objectif aujourd'hui vis-à-vis de vous, c'est de reprendre du recul sur la nature en ville aujourd'hui dans l'immobilier et quels sont les nouveaux enjeux, et ensuite comprendre comment des outils comme un simulateur et comme l'intégration de la simulation dans vos outils BIM, de SIM, permettent de répondre à vos enjeux. Donc, la nature en ville, aujourd'hui, c'est pour moi trois choses. C'est à la fois un sujet réglementaire, alors à large échelle, mais la notion d'évaluation environnementale, d'étude d'impact. Aujourd'hui, un projet de zone d'aménagement concerté doit rendre compte généralement d'études d'impact. C'est aussi un concept architectural. De plus en plus, nous avons des bâtiments qui intègrent des éléments de nature au sein de leur structure. Et je pense une attente sociétale que nous avons de plus en plus forte, une attente, alors on va dire simple, mais d'avoir de la nature à proximité de soi. Et certainement en ville, surtout en ville. Il y a bien sûr beaucoup d'études qui montrent l'intérêt en termes de qualité de vie et de bien-être d'avoir du vert, on va dire pour faire simple, près de soi. Là, en haut de la slide, vous pouvez voir que du coup, il y a une équation que j'ai mise, qui est ce que j'appelle la biodiversité subie. La biodiversité, elle se joue à plusieurs échelles, de la planification territoriale, donc au niveau de PLUI, de PLUI, donc au niveau des métropoles, des collectivités. Ça se joue après à l'échelle du quartier, et de plus en plus, ça se joue au niveau de l'îlot et même du bâtiment. À toutes ces échelles, il y a des prises de décision qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et le problème, c'est que si on n'anticipe pas bien l'entremêlement de ces échelles, on arrive à des sujets très compliqués en termes d'argent et de temps, puisque la biodiversité, du point de vue réglementaire, demande des compensations, quelquefois sur plus de 30 ans, et avec des enjeux financiers et fonciers très compliqués.
Et donc, la biodiversité subie, je pense, c'est celle qui est trop tard, c'est celle qui n'est pas intégrée dès le départ dans le projet. C'est un cauchemar, concrètement, et très compliqué. Donc, notre objectif, et l'objectif du numérique et tout l'apport du numérique sera de sécuriser, de mettre en valeur vos projets. Et dans l'idée que une fois que ce projet est réalisé, vous allez pouvoir avancer dans la conception de votre projet, sécuriser et ne pas avoir d'enjeu. Sachant que ça se fait à la fois à l'échelle de la conception, mais aussi en phase chantier. Et dans la biodiversité, on a aussi donc toute la phase de maintenance qui peut être un fort enjeu aussi de sécurisation de projet. Donc là, à l'échelle d'une planification territoriale, comment sécuriser et mettre en valeur l'objectif du numérique, ça sera de sécuriser et mettre en valeur le foncier. Donc l'objectif, c'est de simuler, d'anticiper à large échelle les enjeux biodiversité et de pouvoir concevoir une planification territoriale qui évite au maximum les enjeux faune-flore, donc les enjeux réglementaires. L'idée, c'est d'éviter l'impact, ce qui va après éviter les contraintes sur les projets. Donc, nous l'avons réalisé, par exemple, au niveau de la communauté régionale ERC, Éviter, Réduire, Compenser Occitanie, où on a présenté un cas d'étude où l'objectif, comme vous pouvez le voir à gauche, c'est de tester différents scénarios d'urbanisation. À gauche, un qui ne prend pas en compte les enjeux biodiversité, et à droite, celui qui prend en compte les enjeux biodiversité. Et vous pouvez voir en bas du rouge et du vert. Donc, en gros, dès qu'on est dans le jaune et dans le rouge, on est sur des enjeux financiers et réglementaires biodiversité importants. À droite aussi, vous voyez la région Occitanie aujourd'hui développe un portail BioOccitanie. Donc, nous sommes dans le groupement de ce développement de cet outil. L'idée, c'est de pouvoir tester son projet en amont, et c'est à destination des élus et des aménageurs. Alors, ce n'est pas du tout, je dirais, une pré-étude d'impact, ce n'est pas réglementaire, mais ça permet quand même déjà très, très rapidement, par rapport à un foncier, se dire, bon, dans quel contexte de biodiversité je me situe et quels seraient les enjeux. Maintenant, à plus petite échelle, on va chercher à sécuriser, mettre en valeur à l'échelle du quartier votre projet. Alors, j'ai pris l'exemple du label Écoquartier qui se décline donc aux différentes échelles et on va pouvoir regarder comment des outils numériques vont vous permettre finalement de gérer cette question de label Écoquartier sur la composante biodiversité. Donc déjà, en phase projet, à gauche, vous avez un exemple de la simulation de ce que va apporter le projet en termes de continuité écologique. C'est un sujet important en biodiversité, c'est-à-dire comment mes espèces vont pouvoir vivre dans mon quartier et vont pouvoir se déplacer à travers cet espace urbain. Et donc, assez facilement, on peut, avec la simulation, le faire en prospective et de manière quantifiée. Donc, on voit la fonctionnalité des espaces plus ou moins importants. On peut donc tester des scénarios et présenter le scénario qui aura le meilleur, pas la meilleure qualité, mais en tout cas un bon intermédiaire entre les enjeux, les autres contraintes et celles de la biodiversité. Ensuite, en phase chantier, en bas à gauche, vous pouvez voir un extrait d'une maquette numérique, BIM, dans laquelle vous allez avoir à tout moment accès aux enjeux biodiversité de votre chantier. Donc, ça va aider vos équipes travaux pour savoir quel type d'intervention il faut faire ou ne pas faire, notamment les zones en défend. Donc, c'est des zones sur lesquelles il ne faut surtout pas, les zones qui ne doivent pas être touchées au cours du chantier. Donc, ça permet au cours du chantier et même au cours de la vie du quartier, du quartier de pouvoir avoir rapidement sur un jumeau numérique, sur une maquette numérique, tous les enjeux biodiversité qui sont, je le rappelle, souvent sur le long terme et donc ils doivent être suivis sur plusieurs années après le chantier. Et enfin aussi, c'est
c'est la notion d'évaluation hein, de l'écoquartier ou du suivi de l'audit. L'objectif, c'est donc de montrer que ce que vous avez mis en place fonctionne. Et là, j'ai envie de dire qu'en biodiversité, les technologies, le monde de la biodiversité s'empare des nouvelles technologies, notamment des objets connectés. L'objectif, c'est de pouvoir suivre la biodiversité et montrer la vertu du projet. Encore à plus petite échelle, on peut travailler sur la sécurisation des usages et les mettre en valeur à l'échelle du bâtiment. Donc là, l'objectif, ça va de travailler sur la colonisation naturelle de la faune et de la flore sur votre bâtiment. Ça va être de vous faciliter des choix de couverts en lien avec le réchauffement climatique, les usages, les sols urbains. Tous ces enjeux doivent être simulés en amont et permettre à la réflexion architecturale. Et ensuite, bien sûr, intégrer dans le BIM de votre bâtiment, on peut travailler sur le calendrier d'entretien des espaces verts et toitures favorables à la faune et à la flore. Ça permet d'éviter de se poser la question de quels sont les enjeux. Finalement, c'est intégré dans la maquette et vous avez juste à suivre les préconisations pour avoir une gestion plus respectueuse, plus favorable à la biodiversité. Alors, Teruiko, pour finir, nous sommes en train de travailler vraiment sur ce sujet-là. C'est un sujet assez nouveau, déjà pour vous, la nature en ville, c'est quand même un sujet qui est émergent. Et on est actuellement en train de travailler, alors c'est la prochaine slide, sur une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire le Design for Nature and Digital Twin. Donc l'objectif, c'est de changer un petit peu de paradigme et de plus travailler with the nature, c'est-à-dire avec, et un peu la nature à côté du bâtiment, mais c'est vraiment de plutôt intégrer la conception architecturale de l'intégrer presque comme un espace favorable à la biodiversité en lui-même. Voilà, pas opposer le gris, on va dire, et le bâtiment à la nature, mais plutôt d'amener la nature à complètement prendre part à la ville. Donc, on est en train de travailler avec l'université de Zurich et le cabinet d'architectes Chartier d'Alix pour intégrer ce framework, cette façon de travailler, cette façon de concevoir, hein, donc le Design for Nature, dans des outils de Digital Twin, donc de maquette numérique de BIM. Donc c'est encore un petit peu, c'est encore dans une phase de preuve de concept, mais l'objectif chez Teruiko, c'est de le rendre disponible par la suite aux professionnels. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr me poser toutes les questions maintenant. Je pense qu'on a encore un peu de temps. Je crois qu'on a déjà une. Ah, on entend le clavier, je suis désolée. Oui, non, c'était. Je pense que c'est avec le masque aussi. Oui, écoutez, il n'y a pas de questions pour le moment. Bon, c'est vrai que c'était très, très clair et très inspirant, cette présentation. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe à la suite. Donc, la suite, puis bon, s'il y a des questions, on les prendra au fur et à mesure après. Donc, la suite, pour la phase conception, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe d'Enerbim, donc, du coup, qui va nous expliquer comment le numérique est un aide à la décision en vue de la réhabilitation, avec Anaël, pardon, qui vont se présenter. Oui. Voilà. Bonjour, Philippe Lamy. Donc, je suis en situation puisque je suis accompagné de mon client partenaire, Anaël Champé. Et je suis donc dans ces locaux. Nous sommes donc côte à côte avec nos masques. J'espère que vous nous entendrez correctement. Donc, je suis Philippe Lamy, directeur et fondateur d'Enerbim, une start-up déjà un peu ancienne de 2015, fondée sur des acquis importants dans le digital et la démarche bioclimatique, ayant été éditeur de logiciels et ayant développé des codes de modélisation. Donc, notre sujet, nous, c'est le BIM et l'énergie, puisqu'on s'appelle Enerbim, bien sûr, la modélisation 3D énergétique, les images de synthèse pour soutenir ces démarches bioclimatiques et notamment aujourd'hui la réhabilitation du parc immobilier. Je suis évidemment ingénieur et responsable de projets innovants à l'échelle européenne, notamment, puisqu'il y a un gros effort poussé par l'Europe
avec les programmes R&D et innovation européens. Donc, depuis 15 ans, nous, on produit des modèles numériques maison qu'on met en œuvre pour interagir avec le BIM, la mise en données issue du BIM, justement, et on crée des services pour l'industrie du bâtiment et l'énergie solaire au sens large, puisque ces cœurs de simulation permettent évidemment d'intégrer en phase architecturale, et donc très en amont, que ce soit du neuf ou de la rénovation dans le bâtiment, l'énergie solaire et la lumière naturelle, qui est indispensable pour les études aujourd'hui de performance énergétique et de confort. Ces moteurs digitaux nous permettent de reconstruire des maquettes 3D de diverses sources. C'est important, l'interopérabilité, on en parle souvent dans ce monde-là. Et il faut pouvoir lire un grand nombre de formats et les réinterpréter pour refabriquer des données et les réexporter à nouveau ou les interopérer, comme on dit. Notre portefeuille client aujourd'hui, c'est OTIS, évidemment, qui est un bureau d'études qui, lui, manie justement le BIM et est en charge de conception tout corps d'État. Aussi Nobatec INEF4, qui est l'Institut de la transition énergétique basé au Pays Basque et à Bordeaux, et des industriels comme EDF R&D, EDF Énergie Renouvelable, qui ont besoin de nos codes de calcul justement et de mise en données pour alimenter leurs propres modèles et développer leurs propres outils. Donc, c'est vraiment du B2B au niveau scientifique et au niveau développement. Ainsi, environnement, dans le diagnostic immobilier, justement, et les bailleurs sociaux qui ont besoin d'accélérer leur mise en données, leur captation de données. Suivante. Donc, notre action principale, c'est l'aide à la décision. On se positionne en amont dans la problématique de l'avant-projet dans le bâtiment. C'est vraiment ce qu'on adresse depuis toujours. Donc, nos technologies numériques permettent de fabriquer les données à partir de zéro, vraiment, ou d'une maquette architecturale et de les associer pour, évidemment, comme le préconise et l'apporter le BIM, d'afficher une synthèse visuelle et chiffrée et très documentée. Donc, vision architecturale et vision d'ingénierie sont associées à tout moment. Comme il y a beaucoup de paramètres à gérer dans ces phases amont de projet, notre effort aujourd'hui encore plus, c'est la modélisation énergétique. Parce que certes, le BIM apporte énormément de mise en données, mais pour passer à la phase modélisation énergétique, on sort toujours à la barrière de la traduction des données qui sont très géométriques, très architecturales, je dirais, en données énergétiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, les référentiels ne sont pas les mêmes. Donc, vraiment, un gros effort doit être porté tant sur le neuf que sur la rénovation, et c'est ce que nous faisons. Dans le cadre d'aujourd'hui que nous vous présentons, nous travaillons sur la structuration numérique d'ouvrages existants et nous avons décidé de mettre en œuvre de l'acquisition 3D accélérée, je dirais robotisée par drone, qui est une plateforme multitechnique qui permet aussi d'acquérir par tomographie infrarouge la signature thermique du bâtiment. Ça permet d'aller sur un état des lieux, un diagnostic tant architectural que thermique et énergétique, et de lancer des études de faisabilité pour restructurer un bâtiment, restructurer une partie de bâtiment et d'étudier l'intégration de solutions solaires, ce qu'on appelle le PV intégré ou en anglais le Building Integrated Photovoltaics. Suivante. L'illustration concrète aujourd'hui, c'est le cas d'OTIS Toulouse, réhabilitation de bureaux. Je présente donc mon client partenaire, OTIS Toulouse, Anaëlle Champé. Merci Philippe. Donc Anaëlle Champé, chef de projet environnement et également membre du comité recherche, développement et innovation, donc chez OTIS. Donc nous sommes un bureau d'études tout corps d'État, implanté dans toute la France. Et donc aujourd'hui, la problématique à Toulouse, nous sommes propriétaires de nos bureaux qui sont situés donc à la Sépierre, dans un quartier toulousain. Et donc le projet… Et le projet, donc, c'est de réhabiliter une partie du rez-de-chaussée en un espace d'innovation qui est donc une volonté de votre part, OTIS. Tout à fait. L'idée, donc, c'est de restructurer, réhabiliter cet espace actuel pour promouvoir des nouvelles formes d'ingénierie, notamment liées à l'architecture solaire, le BIPV, dont parlait Philippe juste précédemment. Alors, quelles sont les attentes clients pour ce projet aujourd'hui ? Alors, déjà, c'est de maîtriser donc, très rapidement le potentiel énergétique projeté des locaux que nous possédons. Dans le cadre de cette réhabilitation, le but, c'est de s'appuyer sur une démarche qui est novatrice, qui associe donc l'architecture, des ressources internes que nous avons et une start-up Enerbim, tout ça dans la transition énergétique et numérique. Donc, l'objectif, c'est de valider
une nouvelle technique de captation de données grâce aux drones que propose Enerbim, et de notamment valider un nouveau concept de vitrage solaire intégré. Ça nous permettrait donc, dans notre cas présent, donc à la fois de maîtriser la lumière naturelle, la protection solaire, l'ambiance même des bureaux, et d'autoconsommer évidemment l'électricité qui sera produite. Voilà, pour globaliser, c'est un espace innovant, très confortable et très dynamique que nous proposons de créer. Donc, slide suivante, on va voir quelles sont les étapes que nous avons engagées pour ce faire. Premièrement, une analyse thermique en drone infrarouge, vous le voyez sur les photos. L'intérêt d'avoir un robot volant, ce que j'appelle un robot volant avec le drone, c'est d'acquérir très rapidement une signature thermique d'un parc dans son ensemble. Vous voyez, large échelle d'abord, pour voir où peuvent se situer certaines pathologies et où sont les déséquilibres entre corps de bâtiment. Visualiser, comprendre, c'est essentiel. C'est le but d'exprimer des images à caractère technique, mais pas trop complexes, justement. Passer ensuite en phase diagnostique pour aller expertiser certaines zones qui sont inaccessibles. On le voit sur certains zooms infrarouges. Et donc, ensuite, c'est vraiment un travail technique qui peut démarrer, enregistrer, structurer les données, ce que nous avons fait, pour traiter ces données en tant que bureau d'études, justement, et d'où l'association indispensable entre les experts et ceux qui fabriquent les données et qui les transforment comme nous, Enerbim. Donc, phase suivante. Reconstruction de 3D indispensable à la confection d'une maquette numérique, et même avant la maquette numérique, pour acquérir des grandes dimensions du parc immobilier et de tous les ouvrages constitutifs de ce parc. On le voit sur la photo de nuages de points constitués par le drone, justement. On est capable de mesurer à tout moment avec les ingénieurs ce qui nous intéresse finalement, les grandes dimensions, sans aller sur la modélisation nécessaire d'une maquette 3D ou même d'une phase BIM plus complexe. L'intérêt, là aussi, c'est toujours de visualiser et de comprendre. C'est vraiment le message que je souhaite faire passer. Pour diagnostiquer certaines zones qui sont toujours inaccessibles, bien sûr, et qu'on va donc éviter de reparcourir, donc gain de temps évident et gain au niveau du risque d'intervention. Enregistrer, structurer les données pour s'en resservir à tout moment, et historiser, bien sûr, et ensuite engager la réhabilitation pour redonner une valeur architecturale et technique et aller sur un réaménagement d'espace comme le plan coloré le précise. Slide suivante. On avait décidé pour ce projet, Anaëlle l'a bien expliqué, d'en faire aussi un espace démonstrateur de technologies nouvelle génération aux qualités architecturales et techniques en termes de vitrage solaire productif pour engager une réflexion sur l'autoconsommation dans un cadre architectural. Et donc, on a utilisé les outils Enerbim, effectivement, sur les bases des modélisations faites grâce aux acquisitions précédentes pour exprimer le potentiel solaire par simulation 3D directement et la création d'objets virtuels qui sont des vitrages photovoltaïques. Et donc, le but, là, c'est de partager et valider les décisions très vite, très tôt, pour sécuriser ces décisions, ne pas perdre de temps, avoir un budget bien maîtrisé et donc en sélectionner les bonnes solutions, en l'occurrence des vitrages solaires, pour ensuite s'engager vers à la fois l'acte de reconstruire, de réaménager et l'acte d'autoconsommer, puisque le but, c'est de créer un espace où on va montrer qu'on peut autoconsommer une partie de l'énergie produite, ou la totalité d'ailleurs. Slide suivante. Voilà, pour terminer l'étude de cas présentée aujourd'hui, l'étude de faisabilité autoconsommation a été accélérée et permise grâce à toutes les techniques avancées précédemment. Là, maintenant, on est capable, ayant conçu la partie productive, de se pencher en bureau d'études justement sur les usages électriques, de paramétrer les consommations des appareils et les scénarios d'usage, de simuler en confrontant production et simulation. Donc, l'outil numérique a toute sa place, se nourrissant des données architecturales et des données techniques précitées. Et évidemment, toujours l'aide à la décision pour aménager, habiter ces locaux, parce que l'usage comptera dans la phase d'exploitation nouvelle qui va s'ouvrir. Et donc, c'est le cahier des charges, finalement, du nouveau bâtiment réhabilité qui s'est construit. On va pouvoir passer à la conclusion. Les conclusions provisoires, puisqu'on est en phase projet, Anaëlle. Je dirais le digital employé massivement et ouvertement en soutien des phases décisionnelles du projet tel que nous proposons permet d'accélérer et a permis d'accélérer et de sécuriser les décisions, puisqu'on a quand même fait ensemble une préétude rapide qui aboutit
à ce que le maître d'ouvrage décide d'engager la réhabilitation de son ouvrage et de nous faire confiance. Validation des nouvelles techniques de captation et de synthèse des données par drone, eh bien oui, c'est un outil intéressant qui permet de créer la première strate de données qui peut être suffisante pour décider et pour concevoir, en tout cas, un avant-projet, qui pourra être complété par d'autres techniques, bien sûr. Mais ensuite, les outils BIM peuvent s'en nourrir pour concevoir et valider. Le concept des vitrages solaires, c'est une offre que nous avons décidé de porter ensemble désormais parce qu'elle permet de vraiment marier la qualité architecturale et la qualité, je dirais, productive d'un bâtiment qui est indispensable avec l'horizon RE 2021 maintenant et le bâtiment à énergie positive généralisé à l'échelle de tous les pays européens notamment. Donc, le côté ambiance et autoconsommer l'énergie produite, aujourd'hui, l'électricité produite, évidemment, c'est un plus dans une conception et dans une rénovation. Et en conclusion, le digital pour la réhabilitation des bâtiments, c'est justement la phase qui s'ouvre et le marché qui s'ouvre, la réhabilitation, la rénovation, la massification. Je pense que, évidemment, c'est un des points tournants de la massification en apportant des gains appréciables parce qu'on collabore, on montre rapidement des options et on sécurise les décisions et on associe experts et maîtrise des coûts. Voici donc pour notre présentation. Si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Merci à tous les deux. Écoutez, je crois que c'était particulièrement clair et intéressant. Je vois qu'à ce stade, il n'y a pas de questions. Écoutez, c'est que c'était très clair. Voilà, donc c'est un projet qui démarre et qui est en cours de construction et qui finira à quelle échéance sur combien de… On estime, là, on a démarré le curage de la zone existante. Donc, on espère avoir terminé en fin d'année, je pense. D'accord. Donc, c'est un projet de longue haleine. Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à intégrer en termes d'aménagement intérieur aussi. Donc, beaucoup de points particuliers à intégrer dans la conception du projet. Très bien. Et nous ne manquerons pas, je pense, de vous convier tous à l'inauguration. Oui, tout à fait. Voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Et à retracer le parcours, justement. Numérique et bâtiment, le retour d'expérience complet. On espère qu'en fin d'année, on pourra se déplacer voilà. plus facilement. Tout à fait. Ok, écoutez, merci à tous les deux. Donc, du coup, on va poursuivre sur la présentation. Donc, je vais passer la parole à Mathilde pour le cas d'usage suivant. Voilà. Merci. Nous allons maintenant écouter la présentation de Samuel Breton de la structure Chooseit qui va nous parler du volet promotion, commercialisation et marketing avec une présentation sur les plateformes digitales. Samuel, je te laisse la main. Bonjour, merci. Donc moi, je suis Samuel Breton, donc je suis directeur conseil chez Chooseit, qui est une agence digitale qui a été créée dans les années, en 98, donc il y a bientôt 24 ans. Et on est une trentaine chez Chooseit. Donc notre métier, c'est de réaliser des développements informatiques sur mesure. On travaille dans tous les secteurs du public, du privé, et on fait aussi bien des outils dans le secteur de l'immobilier que le tourisme ou l'industrie. Donc, c'est très large, en fait, mais à chaque fois, on a toujours un besoin de digitalisation de l'entreprise pour l'aider dans son efficacité. En fait, on essaye d'optimiser au mieux en automatisant des tâches qui sont chronophages, celles qui ont peu de valeur ajoutée et remonter des indicateurs de performance. Donc, notre métier, c'est vraiment ce développement informatique qui va se traduire par du site web, des extranets, des applications mobiles, en fait, tout type de projets digitaux. Dans le secteur du bâtiment, on a travaillé avec Compari Moneuf et Ludovic qui est là, qui va nous faire une petite présentation de son projet et qui pourra nous partager son expertise. On travaille aussi avec des acteurs locaux et nationaux comme Valenia qui fait de la promotion et de la gestion locative. On a Urbat qui est un promoteur immobilier avec qui on travaille sur ces projets digitaux et notamment sur son acquisition et des applications mobiles comme HomeConnect qui est une application de suivi de chantier qui centralise toutes les informations avec l'ensemble des parties prenantes d'un chantier.
Donc, on est avec Ludovic pour vous parler un peu de l'enjeu de l'efficacité web. Parce qu'avoir un site internet, c'est bien. Une solution en ligne, c'est bien, mais il faut la faire vivre, il faut l'optimiser si on veut vraiment rester au top. Tiens, Ludovic, je te laisse présenter les quelques points sur la partie digitale. Bonjour, je suis Ludovic Lagal, donc le fondateur de Compare Imo9. Donc oui, pour rebondir sur ce que disait Samuel, effectivement, je pense qu'aujourd'hui un projet digital, il faut le prendre dans son ensemble. Donc c'est pas juste un site internet, c'est comment alimenter un site internet et comment arriver à transformer le business qu'on peut arriver à générer via le site internet. Donc comme vous le savez, le secteur de l'immobilier, comme l'assurance, est extrêmement concurrentiel. Il y a clairement une guerre des positions dans les moteurs de recherche et les réseaux de partenaires ou encore l'achat de mots-clés. Donc aujourd'hui, Compare Imo9, c'est un site qui agrège l'ensemble de l'offre des promoteurs immobiliers sur l'arc méditerranéen, puisqu'on est présent, de Sète jusqu'à Marseille. Donc on n'a pas encore fait tout l'arc méditerranéen, mais ça reste notre objectif. Donc le but de la plateforme, c'est de générer des contacts pour leur vendre des biens, des appartements neufs, donc sur l'ensemble du stock des promoteurs. Donc en fait, il y a 3 axes importants au niveau d'un projet web. Il y a la première chose, c'est la visibilité. La deuxième chose, c'est la performance. Et enfin, tout le process commercial d'après création de lead. Donc la visibilité, donc sur Compare Imo9, l'enjeu, c'était d'être présent sur un maximum de canaux pour arriver en fait à tester l'ensemble des canaux d'acquisition. Donc il y a le SEO, qui est le référencement naturel, le SEA, qui est tout ce qui est Google AdWords, et puis après il y a aussi tout ce qui est visibilité via des plateformes classiques comme Sologer, Le Bon Coin, Logitimo, il y en a pas mal. Et il y a aussi tout ce qui est les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, voilà. Et donc ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que cette visibilité, en fait, elle va vous coûter de l'argent et du temps. Et surtout, il va falloir arriver à tester pour arriver à connaître quels sont les meilleurs canaux d'acquisition pour faire venir en fait du trafic qualifié le plus possible. Parce qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'arriver à donner du trafic à votre site, mais il n'a jamais été aussi difficile d'arriver à générer en fait des contacts qualifiés. Voilà. Donc le second point en fait clé qui nous a permis d'être solide sur la partie performance du site, parce qu'en fait tout est pensé autour de l'utilisateur pour répondre à ces questions en moins de 3 clics. Voilà, en fait, l'objectif, c'était qu'on lui donne l'information en moins de 3 clics. Et souvent, c'est cette métrique-là qu'on regarde quand on pense un site Internet. Et même là, en fait, il y a plusieurs façons de présenter un formulaire de contact. Alors nous, dans notre exemple, on a la possibilité en fait de laisser ses coordonnées pour visualiser en fait le plan de l'appartement, qui est souvent quelque chose qui est tout le temps demandé par les prospects, mais on est allé plus loin puisqu'on leur a proposé en fait de prendre un rendez-vous en ligne directement et pas juste en fait de laisser un message ou laisser ses coordonnées sur un formulaire. Donc vraiment l'objectif c'était que le prospect devienne vraiment acteur de sa démarche et que ça soit beaucoup plus engageant en fait. Et on le remarque clairement, c'est que les gens qui prennent un rendez-vous en ligne, on a des meilleurs taux de transformation. Voilà, puisqu'il choisit directement en fait son créneau horaire, son jour, et donc forcément il y a un taux de transformation au niveau du formulaire de contact qui est plus intéressant. Au niveau aussi de l'expérience mobile, c'est très très important de penser son site aussi avec une version mobile, puisqu'aujourd'hui 50% des recherches sont faits sur un mobile, et souvent les gens commencent à chercher en fait sur mobile, et puis après ils passent sur desktop, et puis après ils repassent sur mobile, ils repassent sur desktop. Donc il faut vraiment qu'il y ait une fluidité à ce niveau-là et que le site soit aussi performant sur version desktop que sur une version mobile. Et pareil, au niveau du formulaire de contact, il faut vraiment le penser aussi sur la version mobile pour qu'il soit pas trop long et surtout qu'il soit, je dirais, assez ludique. Il faut que rapidement la personne elle arrive à savoir pourquoi le formulaire ne fonctionne pas, qu'est-ce qui manque comme information, etc. Donc, un site en fait qui est adapté à l'usage de vos utilisateurs vous dessert car vous payez votre trafic, mais ça se transforme pas derrière. Et ça, aujourd'hui, le taux de transformation, c'est
c'est vraiment la métrique qu'il faut regarder le plus possible sur du trafic qualifié. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, Comparis Immo 9, on est quand même assez content en termes de taux de transformation et tout ça, c'est venu au fur et à mesure des tests qu'on a pu faire sur les différentes versions en fait du site. Et tout ça, ça passe aussi par l'UX design et de réfléchir son site vraiment en amont. Et enfin, donc le troisième point, c'est la partie activation en fait des leads, enfin des contacts qu'on génère via le site internet. Car une personne qui vous contacte en général va remplir un formulaire, mais aussi elle va laisser ses coordonnées un petit peu à droite à gauche sur d'autres sites comme Se Loger, Le Bon Coin, etc. Et donc là aussi, il faut arriver à faire la différence. Donc nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a plugué en fait notre site internet à une solution de CRM, de marketing automation, qui va permettre en fait de conserver un contact avec votre lead, même si vous n'êtes pas forcément derrière un écran. Ça peut être une confirmation de rendez-vous, un email automatique pour demander un renseignement complémentaire, un mail de bienvenue avec un lien pour prendre un rendez-vous en ligne, des relances automatiques quand on n'arrive pas forcément à les avoir au téléphone. Vous avez même aussi des choses sur des CRM maintenant qui permettent de plugger des applications qui permettent d'envoyer des SMS automatiquement. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On met des liens aussi de prise de rendez-vous dans les SMS. Donc, tout ça, ça nous permet, ça nous a permis d'augmenter drastiquement notre taux de prise de rendez-vous. Et bien entendu, il faut être le plus efficace possible dans le contact humain, car après, tout ce qui va se passer après la prise de rendez-vous en ligne, bah là, c'est clairement l'humain. Donc là, c'est plus vraiment du digital. Et donc, c'est aussi notre métier chez Comparis Immo 9, c'est répondre à ces besoins d'achat immobilier, que ce soit pour habiter ou investir en défiscalisation de type Pinel. Donc, l'ensemble de ces points sont clés, car le même projet, s'il n'a pas été pensé en amont et si on n'a pas su intégrer en fait ces trois composantes, c'est-à-dire le trafic, la qualité du site internet et le process commercial derrière en fait la transformation du contact, enfin du lead, forcément ça va vous coûter beaucoup plus cher en acquisition et ça va nuire vraiment à la rentabilité de vos projets. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Comparis Immo 9 et sur notre projet. Voilà. Merci. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est que c'est tout ça qu'on propose chez Chooseit. En fait, on fait du développement sur mesure dans de nombreux secteurs d'activité, mais bien entendu dans l'immobilier. Et on n'a pas de produits ou de services qu'on appellerait sur étagère. On a un client qui a un projet et l'idée, c'est de se concentrer sur sa valeur ajoutée et celle de l'entreprise. Donc, on fait du développement sur mesure à façon pour chacun de nos clients. Et en général, nos clients, c'est des experts dans un domaine et puis ils se disent, bah, tiens, là, sur le marché, il y a telle ou telle chose qui fonctionne pas bien, qu'on pourrait automatiser ou qu'on pourrait simplifier. Et en général, ça va se traduire par une plateforme digitale qui est peut-être plus fonctionnelle et qui permettra d'être plus efficace que ses concurrents. En fait, pour travailler sur les projets, on a une méthode qui est en 4 étapes, qui est en gros une première partie de conseil et conception. Donc, si je fais un parallèle avec le secteur de l'immobilier, c'est le plan d'architecte avant la construction, donc avant la réalisation du projet. On réfléchit en se mettant autour de la table comment ça fonctionne, quelle est l'expérience qu'on veut proposer à son utilisateur et puis comment on veut piloter ce projet-là. Donc, en général, ça va se traduire par différents ateliers de travail avec une direction de projet pour imaginer le futur projet d'entreprise et comment on va pouvoir se développer sur le secteur du digital. La seconde et troisième partie, elles sont assez classiques. Et encore une fois, si je fais un parallèle avec la construction, c'est vraiment la mise en place. Donc, c'est la production avec une première partie graphique qui, en général, va être l'ergonomie, comment ça va fonctionner sur mobile ou sur un ordinateur, quel est le graphisme aussi qu'il va y avoir derrière cette plateforme-là et comment mes utilisateurs vont naviguer dans les interfaces. Et on a bien entendu une partie développement qui est la partie verte ici, qui est le développement informatique qui est le cœur de notre activité, c'est de concevoir un site web, un extranet qui fonctionne, qui permette à vos utilisateurs de se connecter, que les formulaires de contact envoient bien des mails ou tout simplement d'afficher les informations qui sont issues d'une base de données. Et le dernier point, qui est une partie performance et d'amélioration continue, c'est là qu'on va piloter un peu son retour sur investissement, la performance des actions marketing ou la performance juste technique de la plateforme. L'idée, comme le disait Ludovic tout à l'heure, c'est que vous allez avoir des utilisateurs qui proviennent de Google. L'idée, c'est de savoir, un utilisateur de Google, il me coûte à peu près 56 € en marketing.
un qui vient de mon réseau de partenaires, il va m'en coûter peut-être 114, mais si ça se trouve, celui du réseau de partenaires, bah, il est plus fidèle et au final, il est plus rentable. Et toute l'idée de la performance, c'est de mesurer toute cette idée de données et de ROI pour pouvoir piloter les améliorations qu'on veut faire. Parce qu'on a quand même un cercle vertueux, c'est que bah, lorsqu'on a des métriques, on va pouvoir chercher à les améliorer. Ça va être tout simplement de nouvelles fonctionnalités, d'ajouter les retours utilisateurs pour rendre la plateforme encore plus performante et développer son activité. Donc ça, c'est le travail de Chooseit, qui est une agence digitale qui réalise des projets sur mesure et à façon selon les besoins d'une entreprise ou d'un client. Merci. Voilà pour nous. Merci. Alors, bon, mais s'il y a des questions-réponses, s'il y a des questions, pardon, on les prendra au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'en a pas. En tout cas, merci à tous les deux pour cette présentation vraiment très dynamique en binôme. C'était très chouette à écouter. Je vais redonner la main à Anne qui va introduire l'avant-dernier pitch de cette matinée Cap Numérique. Anne ? Oui, pardon. Vous m'entendez ? J'avais coupé le micro. Donc, pour cette présentation donc, sur l'usage et la gestion du bâtiment, on a le plaisir d'accueillir trois structures. Donc, Philippe de Alphileo et Simon de Flutilian et Cleantech Valley, je crois que c'est Sophie, voilà, qui vont nous parler de l'IoT, des données, de la visualisation. Pardon. Donc, je vous laisse la parole à tous les trois. Très bien, merci Anne. Donc, je suis Simon Bretin, donc le fondateur de Flutiliant, voilà, exactement. Et c'est moi qui vais vous accompagner pendant ces 15-20 prochaines minutes. Alors, effectivement, on est 3 sur scène. Donc, Philippe, avec qui on a bâti la solution technique, je dirais, et surtout Sophie, qui est aujourd'hui responsable du bâtiment de la Cleantech Valley, et un petit peu plus, elle vous le présentera tout à l'heure, qui fera part de son retour d'expérience. Donc, sur ce cas d'usage qui a pour objectif de montrer à quoi peuvent servir l'IoT et la data pour améliorer la gestion et les nouveaux usages dans les bâtiments. Alors, comme la slide est dans un certain ordre, on va faire dans l'ordre inverse pour pimenter un peu les choses. Sophie, je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Rochas, la déléguée générale de l'association Cleantech Valley. Cleantech Valley qui a été créée récemment en 2019 pour développer l'industrie des technologies propres au soutien de la transition écologique dans le Gard. Donc, la petite histoire, c'est que nous sommes identifiés comme l'opérateur d'un contrat de transition écologique qui a été signé avec le ministère il y a quelques années. Et par ce biais, nous avons l'obligation de développer et de soutenir des projets concrets, dont le Cleantech Booster, qui est un programme d'accélération au sein de la Cleantech Valley. Super, merci Sophie. Donc, je vais me présenter également. Donc, moi, je suis Simon Bretin, fondateur de Flutiliant. On est l'éditeur spécialiste de la Smart Data. On a développé une plateforme qui va permettre de capter les données qui sont déjà présentes au sein de vos organisations, qu'elles soient présentes dans des ERP, dans des CRM, donc des logiciels métiers, qu'elles soient générées par des capteurs comme des IoT, et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, ou tout simplement dans des fichiers Excel. Et donc, on va prendre toutes ces données-là pour les restituer sous forme d'interfaces d'aide à la décision ou des interfaces de pilotage. Notre objectif, c'est vous aider à finalement mieux piloter vos processus opérationnels. Donc, finalement, capter l'ensemble de vos données pour vous aider à prendre des décisions lumineuses. Philippe, je te laisse la parole pour présenter Alphileo. Oui, merci. Donc, moi, je suis Philippe Janka, je suis le cofondateur et le président de la société Alphileo. Alphileo, c'est une société qui est spécialisée autour de l'Internet des objets depuis 10 ans, sachant que moi-même, j'avais une expérience très longue aussi autour du M2M et de l'Internet des objets. Donc, Alphileo, on est vraiment spécialisé dans la veille informationnelle, l'intégration et la conception de solutions autour de l'Internet des objets, donc dédié à l'industrie et à la ville intelligente. Nous avons 2 offres. On a une offre qui est plutôt verticale, qui est dédiée aux énergies renouvelables. Ça, je dirais, c'est un peu historique. On a développé une plateforme verticale pour suivre tout ce qui est production d'énergie via le photovoltaïque.
Et nous avons une nouvelle offre que nous avons lancée il y a 2 ans maintenant et qui s'appelle IoTopics. Donc là, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans l'intégration d'une stratégie IoT et Smart Data aussi, d'où notre partenariat avec la société Frutilient. Et donc d'intégrer cette stratégie IoT au cœur de la transformation numérique. Donc, et c'est dans ce cadre de cette offre qu'on accompagne aujourd'hui Toulouse Métropole, par exemple, sur une expérimentation IoT ou EDF Renouvelable a intégré aussi l'IoT pour sécuriser leurs centrales photovoltaïques, etc. Voilà pour la présentation. Slide suivante, du coup. Donc, avant de rentrer dans la technique, on voulait vous présenter un petit peu justement les besoins. Donc, comme Philippe l'a présenté, on a l'habitude de travailler Alphileo, Frutilient ensemble sur des cas d'usage IoT et data. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un cas d'usage concret dans l'optimisation de la gestion du bâtiment. Du coup, Sophie, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les besoins que tu avais exprimés et auxquels on a dû répondre, en tout cas trouver des solutions pour y répondre? Oui, tout à fait. Nous, les besoins exprimés étaient à double titre, c'est-à-dire des besoins identifiés par rapport à notre siège, le siège de la Cleantech Valley qui se situe à Ramon, donc avec un besoin d'améliorer et simplifier le suivi de la performance énergétique du bâtiment, mais aussi ce qui est important dans le cadre de travail aujourd'hui, c'est de surveiller le contexte environnemental. Et pourquoi pas par la suite identifier de nouveaux usages qui ont été mis en œuvre à la suite de différentes demandes exprimées. Et le deuxième enjeu était par rapport à notre Cleantech Booster, c'est que nous pouvions devenir un démonstrateur pour la pratique des solutions numériques qui permettent de répondre aux enjeux de la transition écologique. Et c'est dans ce sens qu'il était important pour nous d'utiliser notre expérience propre dans notre siège pour devenir un démonstrateur par rapport à la méthode exploitée et ainsi pouvoir sensibiliser les élus, les citoyens, les acteurs économiques locaux, c'est-à-dire gardoises, parce que en dehors ou quand le contexte sanitaire nous le permet, nous sommes aussi un lieu de rencontre et d'échange par rapport à tout ce qui est dans nos enjeux actuels, c'est-à-dire la transition écologique. Très bien, merci Sophie pour cette présentation. Effectivement, l'enjeu de démontrer la force et surtout sur des technologies comme l'IoT et la data qui sont des choses un petit peu cachées finalement, qui sont dans les souterrains mais extrêmement importants. Et donc cette étape-là, si elle n'est pas du tout technique, elle est néanmoins extrêmement importante. Alors malheureusement, effectivement, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais il me semble que vous avez reçu notamment Nadia Pelfi qui est venue voir un peu ce qui se passait dans ce monde-là. Et plus généralement, vous permettez à des entreprises jeunes ou moins jeunes, finalement, de démontrer par l'usage, par le concret, ce que le digital peut amener dans le monde du bâtiment. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vous encourage, quand on pourra reprendre la voiture, à aller visiter le bâtiment. Un, vous verrez la solution qu'on a développée. Et puis deux, vous en verrez plein d'autres. Ça vous donnera peut-être des idées de mise en œuvre dans vos lieux. On repasse. Alors, on a un petit bug sur l'animation, mais ce n'est pas grave. Donc, ouais, stop, hop, un coup en arrière, ouais, super. Voilà, nickel. Merci, merci Maud. On va rentrer un tout petit peu dans la technique parce que c'est quand même important. Et dans le monde de l'IoT, la technique, vous allez le voir, c'est souvent un peu compliqué. Donc, on va essayer avec Philippe de vous amener sur ce chemin-là et de vous expliquer quelles sont un peu ces différentes étapes, qui fait quoi dans un projet IoT Data et pourquoi aujourd'hui, on a fait le choix de s'associer avec Philippe pour répondre à un certain nombre de projets. Philippe mentionnait celui de la Cleantech, on a travaillé également avec EDF, justement parce que nous sommes convaincus qu'il faut une expertise particulière à chacune des différentes étapes. Donc Philippe, je te laisse présenter peut-être la partie objet réseau et puis je prendrai la suite en suivant. Oui, tout à fait, merci. Donc, avant de détailler la partie objet, il était important pour nous de bien écouter, gérer les besoins qui ont été exprimés par Sophie et son équipe là, de la Cleantech Valley, du Cleantech Booster. Donc, comme elle a précisé, il y avait aussi un objectif de démonstrateur. L'idée, c'était de pouvoir montrer
je dirais, à toutes les personnes qui arrivent sur le site ce qui était possible de faire avec l'IoT dans le bâtiment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte. Donc, on a travaillé sur plusieurs thèmes donc avec Sophie. L'objectif, c'était de pouvoir donc travailler autour de l'efficacité énergétique, autour de l'hygiène. Quand nous avons mis en place, je dirais, ce projet, on était en plein confinement, le premier confinement. Et donc là, on a mis aussi en place des solutions autour de la qualité de l'air, de la distanciation sociale et l'hygiène. Et on a montré aussi donc sur qu'il était possible de mettre en place des solutions autour de la gestion du parking. Donc là, on va pouvoir visualiser à gauche donc les différents capteurs que nous avons utilisés. Donc, on a utilisé des capteurs pour pouvoir aller mesurer tout ce qui est consommation énergétique et autour de l'eau. On a passé un partenariat avec une société qui s'appelle JVD autour de l'hygiène, qui sont des systèmes, des distributeurs de gel connectés et de papier. Autour de la distanciation sociale, on a mis en place des badges qui permettent de surveiller que les différentes personnes aient bien la distanciation sociale entre elles. Qualité de l'air, on a fait intervenir une société toulousaine que certains doivent connaître qui s'appelle Rubix. Ils sont vraiment spécialisés dans la qualité de l'air intérieur et extérieur. Et on a fait un choix de gestion d'un capteur pour la gestion de parking. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir mettre en place quelque chose rapidement, à moindre coût aussi, et sans être trop intrusif. Donc, on a fait un choix de déployer une solution, donc un LoRaWAN, qui est un réseau LPWAN, donc un LoRaWAN privé sur le site, donc en partenariat avec la société Kerlink. Donc, on a déployé ce réseau, on a mis en gros ce qu'on appelle une passerelle LoRaWAN pour pouvoir donc récupérer les données des capteurs qui ont été aussi déployés sur le site et pour pouvoir ensuite donc collecter ces données et les rendre disponibles, je dirais, à Flutient pour qu'ils puissent les traiter et les mettre, je dirais, en avant auprès des différents acteurs, sachant qu'on avait plusieurs cibles. On avait des cibles plutôt, on va dire, professionnelles, des gens qui sont un peu experts de la technique, donc, mais on en avait aussi donc, des personnes de l'équipe de Sophie qui, elles, souhaitaient surtout savoir est-ce que le bâtiment, je dirais, était bien géré et est-ce que la qualité de l'air était bonne. Et on verra tout à l'heure comment Sophie a pu traiter ces données pour améliorer, je dirais, l'environnement du bâtiment. Du coup, effectivement, alors juste un petit peu, tu peux passer à cette suivante, Maud, s'il te plaît, enfin l'étape suivante, voilà. Donc juste un petit point, le LoRaWAN, c'est effectivement un réseau sans fil, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce réseau, qui est finalement un peu comme le Wi-Fi, mais vraiment dédié au monde des objets connectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une passerelle qui s'installe à un endroit un peu central sur un bâtiment ou sur un grand espace, on va pouvoir aller capter des données envoyées par des capteurs qui sont relativement loin. Alors, je ne suis pas un grand expert, mais quelques centaines, voire kilomètres plus loin. Et donc, c'est un standard, donc il est ouvert. Il permet, vous voyez, d'interconnecter beaucoup d'équipements et surtout de se déployer très, très facilement. Donc, comme l'a dit Philippe, en fait, tous ces capteurs-là, ils émettent de la donnée et on trouve aujourd'hui deux grandes familles d'objets, on va dire. Ceux, quelque part, qui sont connectés, mais dont les distributeurs décident de fournir une interface, une plateforme sur laquelle on va pouvoir venir se connecter et récupérer les données. C'est la première étape avec des API. Donc, des API, ce sont des langages informatiques. C'est un peu comme l'anglais, le français, l'espagnol, mais là, pour un compteur d'eau, un distributeur de gel ou un distributeur de papier essuie-tout. Et donc, qui vont rendre ces données accessibles quand on est à distance, quand on est loin de la chose. D'autres fabricants de capteurs font le choix de dire non, nous, tout ça, ça ne nous intéresse pas. La partie, finalement, rendre la donnée accessible, ce n'est pas notre métier. Juste, on la pousse avec des standards, pareil. Et puis, il y a ce qu'on appelle les agrégateurs, donc des gens comme IOSync Solutions, qui vont récupérer ces données et permettre leur configuration et d'accéder de façon très, on va dire, brute aux données générées par ces capteurs. Alors souvent, dans les projets IoT, c'est quelque chose qui est un peu complexe à appréhender parce qu'on se retrouve avec plein d'interfaces. En l'occurrence, là, on en avait 4 sur ce projet-là, vous voyez, pour 5 capteurs différents. Et donc, si on veut savoir quelle température il fait, on va sur une plateforme. Si on veut savoir quelle énergie on consomme, on va sur une autre. Et on est comme ça dans une interface, plein d'interfaces, multiples interfaces, et on n'a pas de point central.
Slide suivante. Et du coup, c'est là où nous, on intervient en tant que Flutiliant sur deux aspects. Le premier, c'est capter les données sur l'ensemble de ces plateformes disponibles, chez les constructeurs ou chez des agrégateurs. Et donc là, il y a un travail effectivement de captation de données, mais surtout un travail de restitution. Notre objectif à nous, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de rendre les données visibles pour aider à prendre des décisions lumineuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut que les informations elles soient présentées de façon simple, compréhensible, aussi bien finalement pour des gens qui vont être plutôt sur la partie administration que pour des personnes comme Sophie qui sont plutôt sur l'usage, sur la surveillance du bâtiment, sur la gestion du bâtiment, voire même sur la démonstration, puisque vous avez vu, c'était un des objectifs du CleanTech, de montrer concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir avec ces données. Et donc finalement, offrir une vision de bout en bout, depuis une donnée, donc une consommation captée sur un compteur d'énergie, depuis un paramètre technique de qualité de l'air, pour à la fin dire finalement, est-ce que l'air il est bien, il n'est pas bien, est-ce qu'il faut aérer ou pas, ou avoir d'autres états. Donc voilà un petit peu ce schéma qu'on voulait vous présenter avec Philippe notamment, parce que oui, effectivement, mettre en place un projet IoT donné, oui, c'est plein d'étapes, c'est plein d'acteurs différents. C'est pour ça que des entreprises comme celle de Philippe, comme Alphileo, vous aident à organiser toutes ces étapes-là. C'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, parce que nous, on vient vraiment sur cette étape de restitution dont on pense qu'elle est primordiale aujourd'hui pour transformer une donnée technique en une donnée métier et finalement faciliter le déploiement et les projets IoT sur des échelles industrielles. Slide suivante, Maud, s'il te plaît. Du coup, concrètement, on va maintenant redonner la parole à Sophie pour qu'elle nous dise qu'est-ce que cette solution-là a amené au CleanTech, à CleanTech Valley, donc dans la gestion du bâtiment, mais également sur la partie booster, plus sur la partie visibilité et usage. Sophie? Oui. Alors, je vais reprendre une expression que vous avez citée, c'était simplifier. Voilà, je ne suis pas un professionnel ou une professionnelle de l'IoT. Et en fait, ce qu'il fallait, c'est que ce soit vraiment simple. C'est-à-dire que j'ai pu exprimer, ou nous avons pu exprimer différents besoins par rapport à un confort ou même un suivi de l'exploitation du bâtiment. Et ça s'est traduit par un travail aussi bien avec Philippe que Simon, pour que justement ils puissent traduire exactement ce dont nous avions besoin et les inquiétudes qu'on pouvait avoir dans le fonctionnement de ce bâtiment. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une installation mais hyper rapide avec une surveillance et une amélioration de la qualité, entre autres de l'air dans le bâtiment, parce qu'il y a aussi un suivi des flux, que ce soit sur l'électricité ou l'eau. Et la petite anecdote, c'est qu'on s'est rendu compte que dans le bâtiment, il manquait de l'humidité. Donc, nous étions dans une ambiance plutôt sèche. Et c'est là où j'ai pu faire appel à un pépiniériste local qui m'a conseillé l'acquisition de plantes adaptées à ce genre d'environnement. Plus, quand nous recevions un peu plus de monde, etc., le système d'aération, mais contexte Covid aussi nous l'impose. Mais voilà, donc c'est des petits détails sur lesquels on a pris conscience que la qualité de l'air n'était pas si bonne que ça à l'origine et qu'on a pu trouver des solutions assez rapides pour justement pallier à ces petits manques d'ambiance locale. Et fort de notre expérience, parce qu'en fait, on est arrivé à vulgariser ce que pouvait apporter l'IoT dans ce bâtiment. Nous en avons fait un démonstrateur et aujourd'hui, que ce soit moi ou mes collègues, nous sommes capables d'expliquer à un élu, un chef d'entreprise, etc., comment cela fonctionne, mais surtout en répondant à des besoins et à des usages. Et pas forcément de la technique pure, parce que Philippe le sait, je serais incapable de répéter la slide précédente. Super, merci Sophie pour ce retour. Et moi, j'aime bien ce retour-là parce qu'il montre que finalement, la technologie aide à mieux comprendre ce qui se passe, à bien mesurer. Puis derrière, il faut des actions pleines de bon sens, des plantes, des verres d'eau, si je ne me trompe pas au début. Exactement. Il faut commencer par des choses simples. Merci pour ce retour. Juste quelques mots encore sur la slide d'avant, Maud, si tu veux bien. Philippe, tu peux peut-être nous présenter deux cas d'usage un peu différents, finalement, qui découlent de celui-là et qu'on a pu mettre en œuvre également sur d'autres cas d'usage qui répondent aussi à des contraintes réglementaires qui apparaissent sur le marché.
Tu parles de la partie qualité de l'air et la partie incendie ou... Oui, tout à fait, par exemple. D'accord. Donc, c'est vrai que sur la partie qualité de l'air, aujourd'hui, il y a des, je dirais, des décrets qui n'imposent pas, mais qui conseillent de mesurer en temps réel la qualité de l'air. Donc, on travaille avec Simon sur ce type de solution et différents types de collectivités, dont, par exemple, je parlais tout à l'heure de Toulouse Métropole. Donc, on les accompagne sur différents usages, dont cette partie qualité de l'air. Et on a réalisé aussi un projet donc avec EDF Renouvelables, où là, l'objectif, c'était de détecter des risques d'incendie dans des coffrets électriques. Donc, on a déployé une solution sur des centrales photovoltaïques au sol, toujours pareil, basée sur LoRaWAN, parce qu'on avait énormément de coffrets à surveiller. Et encore une fois, on nous a demandé une solution non intrusive, facile à déployer. Et donc là, on est parti sur des capteurs entièrement autonomes avec des durées de vie de batterie de plus de 10 ans et pour pouvoir surveiller donc, ces coffrets. Donc là, on a déployé, donc côté Alphilo, on a travaillé avec EDF pour bien comprendre leurs besoins et trouver, l'écosystème à mettre en place en face pour pouvoir répondre à ce besoin. Et Simon donc, est intervenu de nouveau sur la partie traitement de la donnée et présentation de la donnée, parce qu'encore une fois, on avait en face de nous des non-experts de l'IoT de la donnée. Autant ils maîtrisent très bien le monde des énergies renouvelables et de l'électricité, mais pas du tout la partie IoT ou data pure. Donc, on a travaillé beaucoup avec eux pour leur donner une interface très simple à comprendre. Et ça, c'était très, très important. Super, merci beaucoup. On arrive au bout de cette présentation. Donc, on vous remercie de l'avoir écouté. Si vous avez des questions, évidemment, on sera ravis de pouvoir y répondre. Et puis, vous avez nos coordonnées, que ce soit pour aller visiter la Cleantech Valley ou discuter un peu plus IoT avec Philippe ou un peu plus data et restitution avec moi. On sera bien évidemment ravis de répondre à vos questions maintenant ou un peu plus tard si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les trois. Écoutez, à ce stade, nous n'avons pas de questions, donc je vous propose de passer la parole à Mathilde pour notre dernier cas d'usage. Merci. Et nous allons maintenant parler de la gestion de l'entreprise. Et on a la chance d'accueillir Grégoire Desjabrun de l'entreprise Rational Consulting qui va nous parler d'ERP pour les acteurs du bâtiment. Donc, Grégoire, tu es bien là. Je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Donc nous, on a une approche un peu différente. On n'est pas un éditeur de logiciels, on n'est pas marié avec quel éditeur que ce soit. On aide les entreprises en fait à se rapprocher de leur informatique et à faire dialoguer le métier avec l'informatique. Donc Rational Consulting, c'est une société d'une quinzaine de consultants. On travaille en amont des projets sur la question de la stratégie IT et sur l'organisation et les processus, puisqu'on se dit que vaut mieux parler de processus et savoir comment on fonctionne avant de choisir les bons outils. Et ensuite, on travaille sur des solutions de gestion. On a des expériences sur les ERP, les CRM, le JET, etc. Et nos consultants, en fait, font des projets en maîtrise d'ouvrage. Et je pense dans le bâtiment, vous savez bien quel est ce terme de maîtrise d'ouvrage. C'est assez similaire à ce qu'on fait au niveau informatique. L'entreprise a une dizaine d'années, ou même 30 projets de gestion par an. Et on est partenaire avec une centaine de solutions de gestion. Je vous ai mis ici quelques références dans le BTP et l'énergie, mais on en a un certain nombre en plus. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, nous, là où on se place, c'est vraiment en avant-projet et dans la réalisation des projets. En avant-projet, on se pose la question de quel est le besoin métier, quel est le processus, comment est organisé le métier, mais aussi l'informatique. On fait des benchmarks, on essaie de voir quelles sont les solutions qui répondent le mieux aux besoins du métier. On a un rôle aussi pour écrire des cahiers des charges et pour trouver les bons interlocuteurs. Et on essaie de sécuriser un maximum le projet avant qu'il soit lancé, que ce soit en termes d'acteurs, que ce
soit un intégrateur ou un éditeur de logiciels, mais aussi en compréhension et de l'informatique et du besoin métier. Donc, on fait après des phases d'appel d'offres où on met un certain nombre d'intervenants dans la boucle, on fait des RFI, des RFP, on négocie aussi avec les éditeurs et on contractualise avec eux. Et des expériences qu'on a eues tous sur des projets ERP, on sait quels sont les sujets qui vont être importants sur le projet. Je pense à la reprise des données, je pense à tout ce qui est autour de la recette et du test de l'application. Et donc, on appuie vraiment notre expertise là-dessus pour aider nos clients à bien partir et lancer des projets correctement. Et une fois que les projets sont lancés, on a une expertise aussi dans la réalisation et on les accompagne pour conduire le projet, c'est-à-dire pour faire vraiment le lien entre l'éditeur ou l'intégrateur et le métier, entre les équipes informatiques et les équipes métiers. Et donc, on suit le projet, la vie du projet pour qu'il se déroule le mieux possible. On travaille aussi sur la qualité logicielle, c'est-à-dire les tests de l'application, parce qu'on sait que la réussite d'un projet ERP ou de logiciel en général est souvent liée à la donnée et aux tests qu'on peut en faire. Donc, on a des personnes qui sont spécialisées dans les tests, mais aussi dans l'automatisation des tests et dans la RPA, donc l'automatisation des fonctionnalités métiers. Et enfin, dans le data management, on a une expertise sur la récupération de données dans les anciens systèmes pour les mettre dans le nouveau système. Slide suivant. Alors, j'ai pris un exemple. Alors, malheureusement, le client n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. C'est un client qui est délagiste, donc qui fait des sols industriels en béton ou en résine. Et il s'est posé la question il y a 2 ans de passer sur un ERP. Aujourd'hui, ils avaient des logiciels divers et variés. Et il a été au salon ERP, il avait rencontré les 5000 éditeurs de logiciels et il s'est dit, je ne sais pas vraiment quel va être le bon pour moi, sachant que j'ai un périmètre assez large. Comment je vais m'y retrouver. Donc, on l'a aidé à faire une sélection d'éditeurs pour choisir le bon logiciel pour leur croissance et pour leur avenir, sachant qu'il y a plusieurs filiales, donc une gestion aussi des interco était importante. Prendre un éditeur aussi qui puisse avoir un vertical, c'est-à-dire des spécificités du bâtiment. On voulait, par ce projet-là, réduire les saisies, améliorer la qualité des données, mais aussi moderniser les outils. Les fonctionnalités principales, donc il y a le deviseur, leur façon de faire des appels d'offres, de répondre à des appels d'offres ou de faire des devis aux clients. Des spécificités qu'on ne trouve pas forcément partout dans chaque éditeur sur la sous-traitance, les intercos et la facturation. Et puis, assez classiquement, les planning projets, la gestion documentaire, la gestion mobile, puisque les conducteurs de travaux sont assez mobiles et déconnectés, pour suivre les rentabilités aussi du projet et des affaires, sachant qu'aujourd'hui, ils avaient assez peu de vision là-dessus. Alors, on a puisé dans notre liste de RP, on a mis de côté, on en a shortlisté certains, on a pris des logiciels qui étaient plutôt adaptés à la taille de notre client. Ce qui est important pour nous, c'est de choisir le bon interlocuteur aussi qui vivra le projet, mais qui suivra aussi le client à l'avenir. Donc, prendre un SAP pour une PME qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'était pas forcément pertinent. Et donc, on a rencontré une dizaine, on a shortlisté 3, et finalement, on en a choisi un qui est un pur player du bâtiment. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, pour faire ça, on a commencé par auditer les processus. Donc, on a écrit, alors c'était un peu avant dans la présentation, c'est pas grave. On a écrit le processus de façon très visuelle pour que l'utilisateur puisse vraiment se représenter graphiquement ce que c'était que son processus. C'est un outil à la fois de communication qui permet aux acteurs de savoir comment ils fonctionnent aujourd'hui, vers où ils veulent aller. Et aussi, l'objectif, c'est de faire tomber les barrières qu'il y a entre les différents métiers. Parce que souvent, on est dans son métier, on est cloisonné et on ne se rend pas compte du point d'entrée et des points de sortie et de ce que les autres attendent de nous. C'est à la fois un outil de communication, mais aussi, ça nous a permis de définir quels étaient les points structurants, c'est-à-dire les points qui étaient importants pour l'éditeur de logiciel pour bien le choisir. Et on a rencontré ces éditeurs, on a fait des présélections, vous voyez le tableau à gauche, où on a défini des critères, où on a vu où se placer les différents éditeurs les uns par rapport aux autres. Et un point extrêmement important, on a aussi fait des démonstrations. Alors, on a passé un peu de temps avec les équipes projets et les équipes métiers
Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'ils voient l'outil, qu'ils puissent se projeter dedans. Et on essaie aussi de faire en sorte que les éditeurs montrent des données qui correspondent au métier du client. C'est-à-dire que les éditeurs ont la fâcheuse habitude de montrer le cycle de vie d'un vélo. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment qu'ils montrent un logiciel qui s'adapte au bâtiment et qui parle de bâtiment, qui parle vraiment des fonctionnalités du bâtiment. Oui, ensuite, dans l'autre sens, voilà. Bon, là, c'est le planning dans l'outil qu'on a choisi. C'est pour vous montrer un peu visuellement. On essaie de montrer aux clients ce que ça donnera pour qu'ils puissent se projeter. Ensuite, donc une fois qu'on avait fait cette première phase, on a montré aux clients ce qu'ils pouvaient avoir. On a fait un appel d'offres. On a créé un cahier des charges très détaillé des fonctionnalités qu'ils recherchaient. On a lancé la consultation auprès de 3 éditeurs qui ont répondu, qui ont fait des soutenances où ils ont expliqué concrètement comment ils répondaient au cahier des charges, mais aussi comment ils étaient organisés pour gérer le projet et dans quel budget et dans quel planning. On les a aidés à choisir, c'est-à-dire nous, après, on a fait une matrice de comparaison des éditeurs les uns par rapport aux autres, en ce qu'on voyait au milieu. Et on les a aidés à négocier le contrat et lancer le projet de la manière la plus pertinente possible. En bas à droite, je vous ai mis un RACI, donc c'est la matrice des rôles et responsabilités des uns et des autres. Parce que là où on intervient, c'est vraiment de faire comprendre quel va être le rôle du client dans un projet ERP, quel va être le rôle de l'éditeur et quel va être le rôle de la maîtrise d'ouvrage. Et ça, plus on le définit en amont, mieux c'est pour tout le monde parce que chacun est au courant de son rôle dans le projet. Et alors en bas à gauche, vous avez mis aussi, on a une approche TCO, c'est-à-dire que plutôt que de dire vous allez avoir tant en licence et tant en projet, on va plus loin, on regarde quels sont les coûts de maintenance des logiciels sur le long terme, quels sont les coûts à côté d'infrastructures, d'équipes, pour que le client, voilà, sur 5 ans, il sache exactement combien va coûter son projet en investissement et en budget de fonctionnement. Slide suivant, s'il te plaît. Et aujourd'hui, on a lancé la partie accompagnement projet, c'est-à-dire qu'on pilote le projet, les comités de pilotage avec l'éditeur, avec l'intégrateur et avec le métier. On suit les risques du projet et tous les indicateurs que le client a décidé de suivre. Ça, c'est un truc assez important pour nous, c'est que le client il puisse savoir quels indicateurs il va suivre. Est-ce que c'est le planning, est-ce que c'est les achats, et il définit un certain nombre d'indicateurs qu'on suivra tout au long du projet et après le projet pour vraiment définir si le retour sur investissement est vraiment présent. On les accompagne aussi sur la recette, donc le test de l'application en temps réel. Sur la reprise des données, ils ont plusieurs systèmes sources aujourd'hui, donc il y aura plusieurs systèmes on va chercher les données et on va les mettre dans le ERP. On réalisera aussi la formation et la conduite du changement. Il y a une vingtaine de sites en France sur lesquels il faut aller former les gens au plus près. Voilà, ensuite, je crois qu'on arrête sur le dernier slide. Ouais, c'est ça. Donc c'est important, voilà. Notre client n'avait pas forcément à l'origine d'idées de RP à mettre en place. Il ne savait pas trop comment les voir. Il avait rencontré pas mal d'éditeurs qui étaient très intéressants pour lui. On l'a aidé à structurer la démarche et à vraiment choisir le bon qui correspond bien à sa taille, à ses ambitions et à son organisation interne. Et voilà. Et en ce moment, on est en train de mener le projet pour que tout ça se passe bien. Super, merci beaucoup Grégoire pour cette présentation. On n'a pas de questions, donc je pense que les 6 présentations étaient extrêmement claires. Du coup, pour conclure, je vais repasser la parole à Jérémy Guillaume qui va clôturer ce webinaire. Tu n'as pas ton micro, Jérémy. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup à l'ensemble de nos intervenants. Aujourd'hui, on a pu aborder vraiment tous les
toutes les phases liées à la construction d'un bâtiment jusqu'à son exploitation, en passant notamment par la gestion d'entreprise. Donc, pour faire un petit débrief rapide, hein, on a pu voir déjà sur la partie faisabilité projet que le BIM, en fait, il peut aider à répondre à des enjeux sociétaux directement afin de prendre la biodiversité pour l'intégration du foncier sur son territoire. Enfin, ensuite, sur la partie réalisation, on a aussi pu voir qu'il y a des outils qui permettent de supprimer en fait la charge mentale liée notamment à l'administratif et à la gestion des plannings. Ensuite, sur la partie conception, le numérique, en fait, il répond bien sûr à des problématiques de modélisation du bâti neuf ou existant, mais à travers le BIM, il est possible d'évaluer en fait efficacement la performance énergétique d'un bâtiment à travers le réel, hein, en utilisant, comme on a pu le voir, des drones, mais aussi à travers la simulation, notamment de position du soleil au travers une maquette. Pour promouvoir et faire du marketing dans une entreprise, notamment dans la vente de biens, ce qu'on a pu voir, c'est que la visibilité sur Google en fait, reste l'axe le plus important à développer, car c'est le point d'entrée d'une majorité d'acquéreurs. Et sur l'axe usage et bâtiment, on a pu faire un focus sur les objets connectés et qu'il est désormais possible de piloter entièrement un bâtiment pour son exploitation. On a vu qu'on peut vraiment piloter énormément de choses dans le cadre de l'exploitation, que ce soit de la partie énergétique que l'usage même de certaines parties communes du bâtiment. Et on vient de terminer, bien sûr, sur la gestion globale de l'entreprise. En fait, on peut voir que le choix d'un système de ERP, ce n'est pas anodin, car en fait, il s'intègre dans tous les processus de l'entreprise, que ça passe par les équipes projets, les équipes métiers, et que le numérique aujourd'hui permet bien sûr d'optimiser l'ensemble de ces processus grâce notamment aux ERP, et bien sûr que ça permet de gagner du temps. Voilà un peu pour le récapitulatif de tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a énormément de cas d'usage qu'on aurait pu faire, bien sûr, lors de cette présentation. Mais ce qui va être fait, en fait, on va essayer de continuer au travers toute notre programmation de Digitalis Future. Je vous invite vraiment à aller sur le site is-future.digitalcentresse.fr pour voir l'ensemble de cette programmation qui traiteront sûrement bien sûr d'autres cas d'usage. Voilà, toutes les dates sont sur ce site et on vous affiche à l'écran maintenant les 2 grandes dates des 2 événements majeurs qui vont arriver. Donc, nous aurons le 6 mai la Conf qui aura un sujet très inspirant et plutôt prospectif. Et enfin, je vous donne tous et toutes rendez-vous le 15 juin pour une rencontre d'affaires qui s'appelle Business Maker. Voilà, merci à l'ensemble des participants, merci à notre sponsor à LP Promotion et bien sûr à toute l'équipe Digital 113 et nos partenaires. Je vous donne rendez-vous donc au prochain événement. Merci et au revoir.